Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série des vidéos de préparation à la certification DP900, le Azure Data Fundamentals. Alors, la DP900 est une certification d'entrée dans le monde des certifications de la partie data de Microsoft, donc les DP quelque chose. Et donc, le but de la DP900 en fait est d'avoir les bases pour pouvoir parler ou ensuite utiliser des services de data dans Azure. Donc il y a pas mal de choses à connaître. On va revenir, et cette certification revient, c'est plutôt son intérêt sur les basiques en termes de services de données, de la manière dont on stocke la donnée, à la manière dont on la travaille jusqu'à l'analyser. Et donc le but de cette certification, effectivement, est de faire une première passe derrière sur la globalité des services de données qu'on peut avoir dans Azure. Et puis ensuite, eh ben, si vous êtes plus à l'aise, vous pourrez faire des certifications plus avancées qui, elles, seront plus spécialisées sur certains services. Alors, on va commencer ici avec finalement les notions de base qu'on doit connaître dans cette certification. Donc, c'est une certification qui dure, dont l'examen doit durer, si je ne dis pas de bêtises, 45 minutes à peu près. On a une quarantaine, 42 questions qui vont être des questions soit très généralistes sur la data, soit des questions qui seront un peu plus spécialisées sur certains fonctionnements ou modes opératoires qu'on peut avoir au niveau de certains services d'Azure. Donc il y a pas mal de choses à connaître. Il y a plusieurs cours Learn qui sont plutôt pas mal faits. Moi, j'ai résumé tout ça, c'est mes prises de notes un petit peu organisées en mind map que vous allez voir ici. Et l'idée, c'est de refaire une petite passe ensemble là-dessus. Alors la première chose qu'il va falloir faire effectivement quand on va préparer cette certification, c'est de savoir identifier, ça c'est des questions qu'on peut avoir dans l'examen, de savoir identifier les différents types de data et leur format. En fait, il en existe trois globalement, soit la data est dite structurée, soit elle est semi-structurée, soit elle est non structurée. Donc il est très important pour l'examen de faire la différence effectivement entre ces différents types de formats, parce qu'en fait on aura simplement des questions là-dessus. Donc une donnée structurée, ni plus ni moins, c'est une donnée qui va adhérer à un schéma d'organisation qui est fixe. Ce schéma pour des données structurées, eh bien, il est tabulaire, donc en gros, il est basé sur des tables, rien d'extraordinaire derrière. Et donc, comme on va avoir des tables, eh bien, on va parler ici de colonnes et on va parler de lignes, donc de rows, pour la partie enregistrement. Globalement, les données structurées sont toujours stockées dans une base de données qui peut inclure plusieurs tables qui vont se référencer les unes par rapport aux autres en utilisant des valeurs. Donc on parlera souvent de clés qui vont permettre d'appeler et donc plusieurs tables entre eux et de les lier ensemble. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir sur la notion de données structurées. Ensuite, on va parler de données semi-structurées. Donc dans une donnée semi-structurée, globalement, on peut avoir des variations entre les différentes instances des entités. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des propriétés un petit peu différentes et donc on n'adhère pas à un schéma aussi fixe que dans la donnée structurée. Et donc un exemple, et donc ça c'est à connaître pour l'examen, de format non structuré, eh bien c'est tout simplement le format JSON qui du coup permet d'avoir plusieurs éléments qui n'ont pas forcément exactement toutes les mêmes propriétés. Un deuxième format non structuré assez connu et qui peut être demandé lors de l'examen, eh bien c'est le XML, le Extended Markup Language qu'on connaît tous depuis on va dire le début des années 2000 à peu près. Dernier type de format de données qu'on peut avoir, dont on peut avoir des questions dans l'examen, c'est les données non structurées. Bah là, c'est relativement simple. Une donnée non structurée, c'est par exemple un document, un fichier, une image, un binaire, qui est en gros effectivement un fichier et donc il n'a pas une structure qui est spécifique. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre quand on va aller se préparer à l'examen. Ensuite, eh ben, derrière finalement ces formats de données, eh bien, on va avoir également des espaces de stockage qui vont être de différentes catégories. Et donc ces espaces et data stores vont globalement se découper en deux types de data stores, d'endroits où on peut mettre la donnée. Donc on va avoir les file stores. Et un file store, globalement, ça veut dire qu'on va stocker la donnée dans un fichier. Et ensuite, eh bien, effectivement, on peut avoir différents types de fichiers. On peut avoir des fichiers où l'information en fait, est stockée dans un fichier. Et au sein de ce fichier, on va avoir des délimiteurs qui vont permettre, entre guillemets, de structurer. Donc,
les choses, donc de savoir comment on va délimiter les différents champs dans le fichier et puis les différentes lignes. Exemple le plus classique, le plus connu, c'est probablement le CSV, hein, le CSV avec des séparateurs comme par exemple les virgules. Et on sait tous que quand on prend un fichier CSV, qu'on va l'amener dans un Excel, effectivement on dira le séparateur c'est la virgule et automatiquement Excel va vous extraire ça dans différentes colonnes et dans différentes lignes. Voilà, basiquement c'est ça donc un fichier des types délimités. Le JSON, on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, le JSON est un format qui est parfait pour faire de la donnée semi-structurée, et un JSON va avoir cette tête-là, donc avec beaucoup d'accolades, et des virgules qui vont séparer effectivement les différentes instances derrière. Donc il faut savoir pour l'examen à quoi ressemble un fichier JSON et à quoi ressemble un autre modèle de fichier qui est bien pour du semi-structuré, qui est le XML. Donc le XML, ça va fonctionner avec non plus des accolades, mais là, ici on va avoir des balises. Je ne sais pas si c'est du XML. Ça c'est plutôt de l'HTML, mais de l'XML en fait on va avoir des balises derrière qui vont être liées en fait aux différents champs qu'on peut avoir. Voilà. Donc basiquement ces deux-là sont bien pour les données semi-structurées. On a la notion de blob, donc là le blob, pour ceux qui font de l'Azure, effectivement vous avez déjà entendu parler du terme, parce qu'effectivement on stocke notamment les blobs, les différents types de blobs dans des comptes de stockage Azure, mais globalement effectivement le blob est l'acronyme du Binary Large Object, qui basiquement permet de stocker des fichiers dans un cloud, images, vidéos, documents spécifiques. Et puis après, on a des formats un peu plus optimisés pour le stockage de data sous la forme de fichiers. Il existe différents formats. Donc on a Avro qui est un format basé sur des lignes. Donc là, ça a été créé par Apache. Donc c'est un Data Serialization System. Voilà. On a également ORC qui lui donc organise le tout plutôt en colonne par rapport à des rows. Et ça vient de chez Horton, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, HortonWorks. Et donc le ORC, effectivement, est un format de stockage de données orienté colonne, ouvert et notamment très connu dans le monde Apache. Et puis on a également Parquet, Parquet qui historiquement a été proposé par Twitter et Cloudera, voilà. Et donc ça c'est un autre format en fait de données qui est organisé de manière par colonne, voilà. Et là encore, c'est des choses à connaître. Alors globalement, il n'y aura pas beaucoup de questions dans l'examen sur ces trucs-là très spécifiques, parce que c'est un peu plus spécifique, et on reste dans une certification qui est une DP900, donc une Fundamentals. Par contre, bien savoir effectivement faire la différence entre des fichiers délimités type CSV, des JSON ou des XML, ça on peut les avoir dans les questions. Donc ça c'est pour des types de stockage de type file, donc des fichiers. Après, on a les databases, les bases de données, et là, globalement, le monde des bases de données se découpe merveilleusement en deux grandes catégories. Les bases de données relationnelles, et donc ces bases de données relationnelles, c'est les plus classiques, entre guillemets, souvent, enfin historiquement. Elles sont conçues, en fait, pour stocker la donnée de manière organisée selon un schéma, et cette donnée structurée, du coup, elle va être organisée dans des tables. Et donc ils vont représenter des entités. Dans ces tables, on aura des enregistrements, des lignes, des rows en anglais. Et puis dans une base de données relationnelle, on va parler de données plutôt normalisées. Le but de la normalisation des données, ça c'est important à connaître pour la certification, c'est effectivement en gros d'éliminer notamment les duplicats, donc d'optimiser entre guillemets la taille normalement et d'arranger la partie intégrité. Les tables, quand on est dans une base de données relationnelle, eh bien, elles sont généralement managées et requêtables au travers d'un langage très connu, structuré pour le coup, parce que là, c'est des données structurées. Et donc là, le Structured Query Language, le SQL, est le tronc commun qui va nous permettre effectivement d'aller appeler et de faire des opérations dans des bases de données relationnelles avec une syntaxe diverse. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais globalement, c'est important de connaître pour l'examen la syntaxe de base du langage SQL, même si vous n'êtes pas un DBA. Du côté des bases de données non relationnelles, globalement, à la différence des relationnelles, elles n'ont pas forcément effectivement un schéma de relation lié à la donnée. Et il en existe en fait, il y a 4 types de bases de données non relationnelles. Et ces 4 types sont les suivants.
On a la base de données vraiment relativement simple qui est la Key Value Database. Donc on va avoir une base de données qui va stocker des clés valeurs, basiquement. Donc une clé associée à une valeur, et puis après derrière il n'y a pas forcément un schéma, et puis après on la requête par rapport aux informations. Un exemple de base de données clé valeur, la première auquel je la pense, c'est probablement etcd, qui est notamment la base de données clé valeur qui est utilisée dans Kubernetes. Ensuite, on a les documents de database. Alors dans les documents de database, globalement, c'est une forme en fait de clé valeur dans lequel effectivement les valeurs vont être stockées sous la forme de fichiers, de documents JSON. Donc le JSON pouvant avoir différents enregistrements à l'intérieur qui n'ont pas forcément les mêmes spécificités, exactement le même schéma. Les bases de données en colonne, elles vont stocker de manière tabulaire les données, donc bien entendu, de toute façon en ligne et en colonne, mais on va pouvoir diviser les colonnes dans des familles de colonnes. Je crois que je dois avoir une illustration ici, voilà. Ici, par exemple, on a effectivement des données de type en colonne, où là, on a plusieurs entre guillemets, colonnes, par exemple pour customer, plusieurs pour le produit, etc. Si on reprenait, je ne sais pas si j'ai un exemple de document, voilà, de document de DB. Donc là, effectivement, les clients, ce sera dans du JSON et on aura effectivement différentes clés, puis donc différents derrière informations. Bon, là, c'est les mêmes ici, mais on pourrait avoir d'autres attributs ici, notamment pour la partie customer. Ici. Et la key value, la key value, c'est assez simple, on a une clé, on a une valeur. Rien de plus à dire, c'est relativement simple derrière. Quatrième type de base de données non relationnelles, c'est les bases de données de type graphe. Donc, dans une base de données de type graphe, on va avoir plusieurs objets, plusieurs nœuds qui vont être liés ensemble par des relations. Là, c'est une version simple parce qu'il n'y a que 3 nœuds, mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir des choses un peu plus complexes dans le requêtage et dans l'analyse et la relation des objets les uns par rapport aux autres. Donc, derrière ça, effectivement, on aura des notions de nodes qui donc correspondent en fait aux instances de data, aux entités derrière. On aura le edge qui sera ce qu'on appelle les relations entre des data entities, et on aura les properties qui seront des attributs en fait des data entities. Alors derrière chacune de ces types de bases de données non relationnelles, on verra plus tard que dans Azure, on a différents services qui peuvent répondre à ces besoins-là ou ces catégories-là de bases de données non relationnelles. Une autre chose quand on va parler de base de données, alors, principalement relationnelles, c'est la notion de transaction. Donc la transaction, c'est une chose importante à connaître quand on parle de base de données, c'est une unité unique de travail. Et globalement, quand on va parler de transaction, on va parler du système transactionnel. Et on fait souvent plutôt référence au système transactionnel avec le terme ou l'acronyme OLTP, qui est donc l'acronyme de Online Transactional Processing. Donc quand on va parler d'OLTP, effectivement, on aura de la base de données derrière, plutôt transactionnelle. Et derrière l'OLTP, en fait, on va avoir une sémantique qui s'appelle le respect de ce qu'on appelle les propriétés acides. Donc acide, c'est l'acronyme de atomique, alors cohérent, isolé et durable. Donc version traduite, bien entendu. Donc l'atomicité, c'est que chaque transaction, finalement, c'est une seule unité qui, globalement, ne peut avoir que deux états finaux. Soit ça a réussi, soit ça a échoué, et il n'y a pas d'entre-deux. Voilà, d'où la notion d'atomique. La cohérence, la consistance va être effectivement dans le fait que la transaction va faire passer d'un état à l'autre finalement la donnée qui est dans la base de données. Là encore, il n'y a pas d'entre-deux. L'isolation, normalement, on va avoir des transactions et on ne peut pas avoir deux transactions qui vont interférer l'une avec l'autre. Les transactions, quand elles vont travailler sur un élément d'une base, on ne peut pas avoir au milieu, entre guillemets, de la transaction, une autre transaction qui vient interférer. Ça, c'est le principe de base. Et puis la durabilité, une fois que la transaction est committée, qu'on a validé le changement ou la création ou la suppression, eh bien elle reste, c'est commité, c'est fait, c'est fait. Donc ça, ce sont les propriétés acides. On peut avoir dans l'examen quelques questions là-dessus. On va vous dire,
telle propriété des systèmes OLTP. Donc, par exemple, quelle est la propriété du système LTP qui dit que chaque transaction doit être traitée comme une unité unique, etc. Là, la réponse, ça devient l'atomicité. Donc il faut connaître pour l'examen des P900 ce genre de choses. Il faut savoir ce que c'est qu'un système OLTP. Hop. Eh bien, on va arrêter cette première vidéo. On a passé 15 minutes ensemble sur les débuts des fondamentaux à connaître pour la DP900. Et je vous encourage à venir voir la suite dans la playlist qui est indiquée dans la description de cette vidéo, ainsi que la mind map au passage qui va être fournie. Alors je dis la mind map, mais en fait il va y en avoir plusieurs parce que je vais faire toute une série de vidéos où je vais reprendre après les différents éléments à connaître dans la DP900 sous la forme de différentes mind maps. Il y en aura pour les bases de données relationnelles, d'autres pour les bases de données non relationnelles. Et donc je vous encourage à regarder dans la description de cette vidéo. Vous aurez l'URL vers la playlist, l'URL vers les différentes mind maps également. Merci et à bientôt.